Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voulez vous lancer dans le e-commerce? Eh bien, on va voir ensemble les étapes à valider afin de pouvoir se lancer dans le e-commerce. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On va parler des étapes à valider quand on veut se lancer dans le e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur, j'ai un business de e-commerce, donc je sais un peu de quoi je parle. Et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir tout au travers de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire, afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, eh bien n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors sans plus tarder, on va voir les étapes à valider quand on veut se lancer dans le e-commerce. Donc c'est bon, vous avez trouvé votre produit, vous avez trouvé votre fournisseur. Tout ce genre de détails, vous savez si vous allez faire du dropshipping ou si vous allez avoir votre stock. Toutes les étapes préparatoires à vous lancer ont été validées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première des choses, c'est de monter sa société. Si vous êtes seul, ça va être une EURL ou une SASU. Si vous ne connaissez pas les différences entre ces deux structures, je vous invite à aller voir l'épisode concernant leurs différences. Grosso modo, si vous avez droit à des indemnités chômage, eh bien choisissez la SASU parce que vous pouvez tout simplement faire fonctionner votre société sans vous payer et ça vous coûtera zéro. Ça coûtera zéro à la société et pendant ce temps-là, vous allez toucher vos indemnités chômage. Dans le cas de l'EURL, même si vous ne vous versez pas de rémunération, eh bien vous devrez quand même payer des cotisations sociales, donc ça va coûter de l'argent à la société. Ensuite, bien sûr, si vous ne touchez pas d'indemnité chômage, eh bien l'EURL ça peut être plus intéressant parce que quand vous payez ça coûte grosso modo 1,46 € à la société, alors que dans une SASU, quand vous payez 1 €, eh bien ça coûte 1,86 € à la société. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse différence. Une fois de plus, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux structures. Il faut choisir quelle est la bonne structure pour vous. Si vous vous associez avec quelqu'un, eh bien, on est à peu près sur le même principe. Vous aurez le choix entre une SAS ou une SARL. La SAS étant le pendant de la SASU et la SARL étant le pendant de l'EURL. Quand on s'associe, il y a deux idées. Soit on choisit le fait que l'un des associés ait 51% des parts. Pour une raison X ou Y, peut-être qu'il a plus de connaissances, peut-être qu'il apporte plus de capital, peu importe. L'idée, c'est que un des associés puisse prendre les décisions et trancher quand on n'est pas d'accord. Alors, ça peut être très bien pour certaines stratégies et se dire, ok, il n'y aura pas de frein, on va pouvoir avancer, ça ne va pas bloquer un moment. Mais par contre, il faut faire attention parce que souvent, à moins qu'on ait mis des choses particulières dans les statuts ou qu'il y ait un pacte d'associés, etc., mais les droits de vote vont correspondre aussi aux droits de toucher des dividendes. Donc si un des associés a 51%, eh bien il va prendre 51% des dividendes quand il y aura des versements de dividendes. Donc c'est à prendre en considération. L'autre option, eh bien, c'est d'être à part égale. Donc si on est 2, 50-50, si on est 3, 33,33 chacun. Ça peut être pas mal parce qu'on a une égalité, mais par contre, eh bien, comparé à la solution précédente, quand il va falloir trancher une décision, des fois, ça va bloquer et on ne va pas pouvoir avancer. Donc les deux, une fois de plus, ont leur avantage, leur inconvénient. Il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer et comment on va répartir justement ces droits de vote et ces parts de la société entre associés. Sachez également que quand on est associé et qu'on est majoritaire, eh bien, on est TNS et donc pour se rémunérer, quand on va se payer ça va coûter 1,46 €. Dans le cas d'un actionnaire minoritaire, eh bien, on va être assimilé salarié et donc quand on va se payer 1 €, ça va coûter 1,86 €. Une fois de plus, à prendre en considération quand on fait le montage de sa société. Ensuite, déposez votre marque à l'INPI. Vous avez pris du temps pour justement réfléchir à quelle va être votre marque et votre logo. Eh bien, pensez bien sûr à déposer votre marque à l'INPI. Ça se fait en ligne. Il va y avoir des frais pour ça forcément, mais c'est plutôt facile. Vraiment, ce serait dommage que quelqu'un puisse utiliser votre nom de marque alors que vous ne l'avez pas protégé. Donc,
pensez bien à protéger votre marque à l'INPI. Ensuite, il faut acheter son URL, donc le nom de son site www.je-sais-pas-quoi.fr.com. Et justement, la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que mon marché, c'est que le français, et donc j'achète le .fr, je vais acheter le .com aussi, pour pas que quelqu'un puisse se faire passer pour moi, hein, c'est toujours mieux. Je vais peut-être acheter le .eu aussi, et si je décide eh bien, de vendre, admettons, dans d'autres pays francophones, Luxembourg, Belgique, je pourrais me dire « Ah, je vais acheter le .lu, le .be ». Et donc c'est plutôt simple parce que votre URL je ne sais pas quoi.lu et je ne sais pas quoi.be vont tout simplement pointer vers votre site .fr. Si par contre vous songez à vendre dans d'autres pays, par exemple en Europe, mais peut-être au-delà dans le monde, ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que vous n'achetez pas, par exemple si vous voulez vendre en Allemagne, eh bien est-ce que vous n'achetez pas le .de. Donc toujours se dire, ok, je réfléchis en termes de marché, mais aussi se dire, j'achète un peu aussi les autres .eu, .com pour pas que quelqu'un eh bien, puisse acheter ces domaines et se faire passer pour moi. Ensuite, il va falloir eh bien, monter votre site. Alors aujourd'hui, la plupart du temps, les gens, quand ils font du e-commerce, ils vont se diriger vers Shopify. Shopify, c'est une super solution qui vraiment s'est développée là sur les 10 dernières années. Je pense que ça peut être une très bonne solution pour vous. Mais par exemple, moi, je ne suis pas sur Shopify. J'utilise Shopware parce que mes partenaires pour mon e-commerce sont basés en Allemagne, qu'ils utilisaient cette plateforme. Et donc, c'était plus facile pour moi eh bien, de me mettre sur cette plateforme-là et de faire un peu un copier-coller plutôt que de recommencer tout au début et de recommencer un site internet à zéro. Donc, une fois de plus, tout dépend de votre situation. Shopify peut être une très bonne solution, mais il y en a d'autres. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shopify, c'est juste que voilà, c'est un super outil. Je me suis penché sur la question et si je n'étais pas parti sur Shopware, je pense que je serais parti sur Shopify. Ensuite, si vous voulez vendre des choses sur Internet, eh bien, bêtement, il va falloir avoir un prestataire de paiement. Donc, vous allez la plupart du temps accepter les cartes de paiement, mais aussi PayPal, qui est très répandu. Vous pouvez aussi accepter d'autres modes de paiement, comme Klarna maintenant, qui permet de payer en plusieurs fois. Ou vous pouvez aussi accepter peut-être les virements pour si vous faites du B2B, donc du commerce business to business. Et peut-être que vous voulez accepter les chèques. Moi, je vous le déconseille, on est en 2024, mais on ne sait jamais. En tout cas, pour ce qui est carte de paiement, pour ce qui est PayPal, pour ce qui est Klarna, eh bien vous allez devoir faire appel au prestataire de paiement. Pour PayPal, vous allez vous adresser à PayPal. Pour Klarna, vous allez vous adresser à Klarna. C'est plutôt facile. Mais ensuite, pour le traitement de vos paiements par carte de paiement, eh bien il va falloir vous poser la question. Si vous passez par Shopify, ils ont des solutions qui sont intégrées. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment comparer eh bien, les commissions, tout simplement. Moi, je travaille avec Stripe. Je sais que je voulais travailler avec Adyen qui proposait de meilleurs taux, mais par contre, ils veulent un certain volume afin de vous accepter. Donc, je n'avais pas encore le volume. Là, je m'en approche, donc je considère peut-être me rapprocher d'eux à un moment. Mais aujourd'hui, je suis avec Stripe. Ça fonctionne très bien, c'est top. Une fois de plus, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Stripe. Mais il faut prendre en considération eh bien, les commissions que vont vous prendre ces prestataires. PayPal prend bien plus que Stripe, par exemple. Donc moi, je préfère quand un client achète sur mon site avec sa carte plutôt qu'avec PayPal. Mais PayPal apporte des sécurités supplémentaires et donc certaines personnes préfèrent utiliser PayPal parce qu'ils peuvent se faire rembourser si à un moment il y a un problème. Donc il va falloir que vous ayez un prestataire de paiement et faites bien attention aux commissions qu'ils vont vous prendre parce que ça va forcément impacter eh bien, vos marges et l'argent que vous allez faire. Ensuite, il va falloir se poser la question, si vous ne vous l'êtes pas déjà posé, est-ce que vous avez un stock ou est-ce que vous faites du dropshipping? Alors, grosso modo, les deux ont des avantages. Moi, je pense toujours plutôt pour le client. Pour moi aussi, mais d'abord pour le client. Si vous avez un stock à vous, qu'il soit que vous vous en occupiez ou alors que vous ayez un partenaire logistique qui gère le stock pour vous, l'avantage, c'est que la plupart du temps, ça va être plus rapide pour le client, ça va être plus facile pour le client. Par contre, pour vous, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir mettre en place un système pour pouvoir gérer votre stock au travers ce qu'on appelle un WMS, Warehouse Management System.
À l'inverse, on a le dropshipping. Souvent, le dropshipping est un peu moins rapide pour le client et également, c'est un peu moins facile pour le client parce que, en fait, si le client vous demande une information concernant, admettons, la livraison, eh bien, il faut que vous vous adressiez à votre fournisseur qui vous remonte l'information pour que vous puissiez la donner à votre client. Donc, en termes d'expérience client, souvent le dropshipping, c'est un peu moins sympa. Une fois de plus, je me concentre d'abord sur le client, mais ensuite, je pense à moi. Et donc, le dropshipping, on se dit souvent, c'est plus facile à gérer parce qu'on n'a pas à gérer un stock, mais il y a d'autres problèmes qui se présentent, c'est-à-dire qu'il va falloir intégrer le stock de votre fournisseur sur votre site ou d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir dire si cet article est disponible ou pas. Et donc, même si vous n'avez pas de stock, la problématique de gestion de stock va quand même se poser et comment vous intégrer et passer ces informations et comment ça se passe. Est-ce que tout ça est automatisé ou pas? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce qu'une fois de plus, si tout est automatisé, ben c'est facile, vous n'avez rien à faire, mais pour tout automatiser, ce n'est pas toujours si simple. Et c'est là où j'en viens à l'étape suivante, eh bien c'est d'avoir un partenaire IT de confiance. Et quand je dis de confiance, c'est quelqu'un si vous avez besoin d'automatiser par exemple quelque chose ou de connecter quelque chose par API, la plupart du temps, ça se passe. Admettons, il faut que vous connectiez peut-être le stock de votre fournisseur avec le back-end de votre site internet afin de pouvoir dire si le produit est disponible. Vous pouvez peut-être même dire ah, il reste que 5 unités en stock pour pousser peut-être le client à acheter parce qu'il se dit oh, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est des décisions qui vous appartiennent, stratégiques. Mais votre partenaire IT, c'est celui qui va justement connecter ces choses pour que les informations passent. Parce que si vous devez tout faire manuellement, vous allez vous rendre fou et vous allez perdre du temps dans le sens où quand vous faites du e-commerce, vous voulez travailler le moins possible et avoir le maximum de résultats. C'est vraiment l'une des idées dans le e-commerce. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces, ça veut dire qu'il faut travailler intelligemment. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut automatiser. Et il faut réfléchir comment on va les automatiser. Et pour ça, vous avez besoin d'un partenaire IT. Et quand je dis de confiance, c'est-à-dire que si pour connecter deux choses, ça lui prend 1 heure et qu'il vous dit ça me prend 6 heures et qu'il vous facture 5 heures bonus pour lui, ok, le travail est fait, mais vous faites un peu arnaquer. Donc, il faut vraiment avoir un partenaire de confiance, quelqu'un qui ne prend pas l'avantage sur vous. Donc, je vous recommande vraiment pour cela d'être attentif, de poser les bonnes questions et le mieux peut-être c'est de vous faire recommander quelqu'un afin d'être sûr que cette personne soit professionnelle, proficiente et également n'essaie pas de profiter de vous. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un partenaire pour le transport. Si vous êtes dans le cas du dropshipping, ça va sûrement passer par le partenaire de transport de votre fournisseur, car c'est votre fournisseur qui va envoyer au client. Si vous avez votre propre stock, là vous allez avoir besoin d'un partenaire pour le transport. Et là, vous allez justement avoir le plaisir que j'ai eu de traiter un peu avec tout le monde. Moi, j'ai traité avec La Poste, DPD, Colissimo, Chronopost, GLS, DHL, pas UPS. UPS, c'est très cher, super service, mais c'est très cher. Et alors, première constatation, c'est que tous perdent des colis. Hein, il n'y a pas de magie. Je dirais Chronopost, vraiment, j'ai pas eu une bonne expérience. La Poste, ça allait, mais en termes de réactivité, quand on a besoin de faire quelque chose, c'est plutôt difficile. DPD, service super. Et GLS, je dirais un peu moins que DPD, mais vraiment, il s'améliore. Donc voilà, il faut trouver le bon partenaire. Ça va dépendre de vos prix. Ça va dépendre aussi du type de service que vous voulez donner à vos clients. La plupart du temps, vous allez avoir envie de donner un numéro de suivi parce que sinon le client il se dit ah, elle est où ma commande? Et il a peur et donc il va vous envoyer 15 emails. Donc tout ce type de service, est-ce que vous voulez qu'il soit prévenu par email, par SMS, par pigeon voyageur? Donc une fois de plus, ça va dépendre des offres que propose votre partenaire de transport et il va falloir mettre ça à plat et réfléchir bien à ce que vous voulez et aussi à comparer les coûts. Ces coûts-là, la plupart du temps, on va se dire ah mais je les répercute sur le client final. Et en fait, c'est pas trop le cas. Moi, au début, je me disais ah toute ma chaîne logistique, en fait, elle sera payée par mes frais de port. Et c'est pas le cas. Et donc au final, ce que j'ai préféré faire, c'est baisser mes frais de port
pour le client et augmenter un peu tous les prix de mes articles pour justement compenser cette perte. Une fois de plus, c'est une question stratégique qu'il faut se poser. Ensuite, il va falloir se poser la question également des déclarations de TVA. Et pourquoi je dis ça dès maintenant? Parce que, bêtement, deux cas de figure. D'abord, si vous avez un stock, vous avez votre stock en France et vous vendez en France. Facile, la TVA c'est super facile, votre société est immatriculée en France, vous avez un compte fiscal, vous déclarez votre TVA tous les mois ou tous les ans. Je vous conseille plutôt tous les mois. Et au final, c'est plutôt simple. Par contre, si votre stock est dans un autre pays d'Europe et que vous vendez en France ou dans un autre pays d'Europe, là, ça se complique pour les déclarations de TVA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été simplifié, il y a un portail pour ça, mais en gros, il va falloir que vous fassiez, au-delà d'un certain montant, une déclaration de TVA dans chaque pays dans lequel vous livrez. Donc ça ne simplifie pas les choses. Et si votre stock est hors d'Europe, eh bien alors là, ça va être encore plus compliqué parce qu'il va falloir faire de l'import, faire tous les papiers qui correspondent à ça, payer les droits de douane. Et ça peut aussi être compliqué pour le client parce que suivant le modèle que vous avez avec votre partenaire logistique qui a ce stock hors d'Europe, votre client final, il va peut-être se retrouver à payer aussi lui des taxes et des droits de douane alors qu'il se disait c'est bon, j'ai acheté sur le site, tout est payé et c'est cool. Donc ça peut être un peu compliqué, même si c'est votre stock à vous. Et maintenant, dans le cas du dropshipping, on va comparer. Si votre fournisseur dropshipping est en France et que vous vendez en France, pas de problème, c'est facile une fois de plus. Si votre fournisseur est basé dans un des pays de l'Europe, de l'Union européenne, et que vous vendez en France, c'est pareil, c'est plutôt facile. Parce que déclaration de TVA, ça va être plutôt simplifié. Et en fait, vous allez acheter hors taxe vos produits à votre fournisseur, la TVA va s'auto-liquider, donc c'est plutôt simple. Par contre, si votre fournisseur est en Europe et que vous vendez dans d'autres pays d'Europe, là, ça va se compliquer de la même façon que quand vous avez votre stock dans un autre pays d'Europe. Il va falloir que vous fassiez des déclarations au-delà d'un certain montant, d'un certain volume de vente. Il va falloir que vous fassiez des déclarations dans chaque pays d'Europe. Donc, pour garder la trace et ensuite sortir les informations, les extraire de votre système, pour ensuite faire les déclarations, c'est pas très simple. Donc, c'est une des choses auxquelles il faut penser avant de se lancer, avant de se dire « Oh, je vais inonder le marché européen ». C'est pas si simple, les amis. Tout comme avoir son stock hors d'Europe, si votre fournisseur pour le dropshipping est basé hors d'Europe, ça va être aussi un peu plus compliqué parce qu'il y a toutes ces déclarations d'import, ces droits de douane, etc. qui vont venir se greffer pour chaque commande. Et il faut la plupart du temps quand même s'assurer que le client n'ait pas à payer quelque chose en plus à la fin quand il reçoit son colis parce que la plupart du temps, ça va faire un client insatisfait et on se concentre sur la satisfaction du client avant tout. Donc, dans ce cas-là, je vous inviterai à négocier ou à vous assurer avec votre fournisseur pour le dropshipping que vous ayez un incoterm. Un incoterm, en fait, c'est les différentes catégories de comment ça se passe. Est-ce que juste, par exemple, votre fournisseur peut juste préparer la marchandise et il faut que vous alliez la chercher. Ensuite, il peut l'envoyer, mais vous vous occupez des droits de douane, etc. Donc, l'incoterm qui correspond à ce que vous voulez, c'est que tout soit payé et que le client n'ait rien à payer quand il reçoit le colis. Ça s'appelle DDP, Delivery Duty Paid. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'avoir un CMS, Customer Management System. En fait, ça va vous permettre de faire votre service clientèle, d'avoir un suivi. La plupart du temps, si vous avez votre propre stock, votre logiciel WMS, donc celui qui vous permet de gérer votre stock et le côté logistique, c'est-à-dire j'en ai vendu un, il a été envoyé à ce client-là, donc j'en ai un en moins dans le stock et il a été envoyé au client et ça c'est le numéro de suivi qui rentre dans le système, etc. Donc souvent le WMS, Warehouse Management System et le CMS fonctionnent ensemble ou alors sont dans la même application parce que ça permet justement qu'une fois que le colis soit parti au client, de remonter le numéro de suivi et d'envoyer un email automatiquement au client. Hello Alain, ton colis a été envoyé, tu peux le suivre avec ce numéro de suivi là. Très belle fin de journée à toi. Donc ce logiciel, ça vous permet aussi de gérer les commandes d'une certaine façon, de savoir où elles sont.
parce que sinon c'est un grand bordel, hein. S'il faut que vous fassiez un tableur Excel pour suivre ça, vous allez vous rendre fou. Donc il y a des solutions qui sont automatisées, il va falloir choisir la bonne, il va falloir choisir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que les solutions proposent et aussi à quel prix. Pour exemple, moi j'utilise Pixie, ça me permet de gérer le stock, ça me permet d'envoyer les emails automatiques, ça me permet de gérer les commandes, ça me permet de créer les factures, entre autres, hein, c'est les fonctions principales que j'utilise. Ça s'appelle Pixie, c'est une solution allemande parce que mes partenaires sont allemands. Mais il y a d'autres solutions, il faut une fois de plus se poser la question de quoi j'ai besoin, combien ça coûte et comparer. Parce que cette solution, ça va être le cœur de votre service client et il va falloir aussi se poser la question de au travers de quoi vous voulez faire votre service client. Est-ce que c'est uniquement email, peut-être téléphone, SMS, chat, vidéo? Donc, une fois de plus, c'est des questions qu'il faut se poser en amont pour savoir de quels outils vous avez besoin. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je concentre le maximum des échanges avec les clients par email. Je leur explique que pour assurer le suivi de notre service clientèle, eh bien, on privilégie les emails. Par contre, s'ils veulent être appelés, avoir quelqu'un au téléphone, eh bien, il suffit qu'ils nous donnent 2 ou 3 créneaux horaires auxquels les appeler et on les appelle et il n'y a pas de problème. Le truc avec le téléphone, c'est que si vous mettez un numéro de téléphone sur votre site, eh bien, il y a des gens qui aiment bien parler et vous allez vous retrouver à oui, oui, bien sûr. Et ça, vous voulez l'éviter. Donc moi, il n'y a pas de numéro de téléphone sur le site. Par contre, si un client veut être appelé, il n'y a pas de problème, on l'appelle. S'il nous dit merci de m'appeler et il nous donne un numéro de téléphone, eh bien, on l'appelle de suite. Si on n'arrive pas à l'avoir, on lui envoie un email en lui disant on a tenté de vous joindre au téléphone à cette heure-là. Merci de nous expliquer en quoi nous pouvons vous aider par email ou nous donner un créneau auquel vous voulez être rappelé. Voilà comment est notre stratégie. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est la nôtre. Et donc, vous allez avoir besoin vous-même de réfléchir à comment vous allez communiquer avec vos clients. Bien sûr, votre Customer Management System, il va vous permettre eh bien, d'envoyer les messages automatiques. Salut Alain, on a bien reçu ta commande. Salut Alain, on a bien reçu ton paiement. Salut Alain, ta commande est en train d'être préparée. Salut Alain, ta commande a été envoyée. Salut Alain, ta commande est en route, tu peux la suivre ici. Salut Alain, ta commande a été livrée, voici ta facture. Salut Alain, est-ce que tu es satisfait de notre service? Est-ce que tu peux nous laisser une jolie remarque ou un joli avis sur Google ou sur Trustpilot ou peu importe? Salut Alain, est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Etc. Alors, il ne faut pas trop les bombarder non plus d'emails, hein, il faut réfléchir. Mais voilà, cet outil-là va être vraiment très important pour la vie, pour le fonctionnement de votre e-commerce. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un comptable. Un comptable qui est bon, compétent et pas trop cher. Alors, dans l'univers des comptables, il y a tout en termes de prix. Il y a les petits cabinets de la ville du coin, il y a des grosses machines nationales, il y a tout entre, des machines régionales, etc. Il y a les comptables en ligne, il y a les comptables qui ne sont pas en ligne. Moi, au tout début, je me suis lancé, je me suis dit, bon, e-commerce, je suis dématérialisé, e-com, donc je vais prendre un comptable en ligne qui au bout de 2 ans, je l'ai viré parce que ils ont fait des erreurs, j'étais vraiment pas content, ils m'ont fait perdre de l'argent et il y a des solutions et des optimisations que je ne connaissais pas et donc vous savez, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc je me disais bon, eux c'est des spécialistes, peut-être que s'il y a des solutions que je ne connais pas, ils vont me les proposer. Eh bien par la suite, j'ai découvert que ces solutions existaient et je me suis rendu compte qu'ils ne me les ont pas proposées et que donc j'aurais pu gagner un peu d'argent ou en perdre un peu moins. Et donc, je les ai virés et maintenant je suis avec un nouveau comptable en ligne dont je suis très satisfait. C'est super rapide, c'est moins cher. Il y a une application qui permet de voir son chiffre d'affaires, sa trésorerie pratiquement instantanément et au moment T. Donc je suis vraiment très content. J'ai pris le temps de comparer les offres, etc. Donc vraiment, avoir un comptable qui est compétent, qui est professionnel, réactif et qui est pas cher. Il faut prendre le temps de choisir ça parce que c'est super important et maîtriser ses chiffres, c'est super important. Et pour finir, eh bien, il va falloir faire de la pub. Parce que bêtement, si vous avez le meilleur produit du monde sur votre site internet mais que personne n'est au courant, eh bien, personne ne va l'acheter. Donc, bien sûr, si vous faites correctement votre Search Engine Optimization, votre référencement organique de vos pages avec les mots-clés, etc., bien sûr, ça va vous générer du trafic
de façon organique, mais vous allez sûrement devoir faire de la pub. Alors, faire de la pub, c'est pas compliqué, il y a 4 façons de faire de la pub. C'est soit vous parlez aux gens que vous connaissez, tous vos amis sur Facebook, tous les contacts que vous avez par email, tous les contacts que vous avez dans votre téléphone. Déjà, ça, voilà. Donc, one on one. Ensuite, vous pouvez poster du contenu en disant voilà, faire des vidéos ou poster sur Instagram, montrer le produit, montrer en quoi le produit est super, etc. Ensuite, vous pouvez également contacter des gens dont vous avez eu des listings au téléphone, etc. Alors ça prend beaucoup de temps, ou par email. Alors attention par contre à respecter la loi, hein. On ne peut pas envoyer des emails à des particuliers qui n'ont pas demandé à ce qu'on les contacte par email. Donc attention à bien respecter la loi. Et pour finir, vous pouvez faire de la pub tout simplement sur les différentes plateformes Google, Instagram, Facebook, suivant votre type de produit. Vous pouvez les multiplier, vous pouvez aussi faire de la pub sur les marketplaces sur lesquels vous allez mettre vos produits. Et donc toujours l'idée, c'est de se dire, si vous ne faites pas parler de vous, personne ne sera au courant que vous vendez ce produit. Et si vous avez le meilleur produit du monde, ce meilleur produit du monde, il ne va pas se vendre parce que personne n'est au courant. Donc il faut faire en sorte que les gens soient au courant. Faites par contre attention à maîtriser votre budget quand vous faites de la pub, parce que très vite, on peut se retrouver à brûler de l'argent. Moi, la première année, j'ai vraiment cramé. Je travaillais avec une agence que j'ai remerciée également, dont je n'étais pas très satisfait et je me rendais compte que je pouvais, si je travaillais sur moi et que j'apprenais, je pouvais le faire moi-même. Donc ensuite, j'ai pris une consultante qui m'a guidé, qui m'a justement pris par la main et qui m'a montré ce qu'elle aurait fait si elle s'était occupée de mon compte. Dès le début, je lui ai dit voilà, c'est ce que je recherche, est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour toi? Et elle m'a dit pas de problème. Et donc maintenant, je sais faire ces choses-là. Et donc je vous invite à faire la même chose. Alors une agence c'est toujours bien, mais elle va vous prendre de l'argent. Et surtout, ce qui est très important, c'est de maîtriser et de faire gaffe à ne pas cramer votre argent dans la pub. Bien sûr, si vous faites de la pub, vous ferez toujours parler de vous, mais il ne faut pas non plus cramer l'argent et que la pub ne vous rapporte pas de clients et que ça fasse juste parler de vous. Et les gens viennent sur votre site, se disent oh il est joli, mais ils ne cliquent pas sur mettre dans le panier et ils ne payent pas à la fin. Ça a peu d'intérêt. Donc évitez les touristes et optimisez vos pubs pour éviter de cramer de l'argent. Donc voilà les amis, si vous suivez ces étapes, vous êtes prêts vraiment à lancer votre business de e-commerce. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous afin de clarifier et de vous répondre. Bien entendu, si vous voulez me mettre le sourire, vous appuyez sur le like, voilà, comme ça je serai super content. Vous pouvez naturellement vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et à très vite.